Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis sur ce plateau avec Madame Ali Mariam El Haj Ibrahim, ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, présidente du Conseil national de l'éducation. Madame la ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Madame la ministre, à quelques jours de la rentrée scolaire pour les élèves du primaire et ceux du préscolaire, voudriez-vous bien nous faire le point de toutes les dispositions prises pour une rentrée effective et au plan national? Merci, M. Jalil, de nous donner l'opportunité de vous parler des dispositions que le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a pris dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2013-2014. Donc, en prélude à cette rentrée, un certain nombre de dispositions ont été prises, notamment l'acquisition et la mise en place des fournitures scolaires au niveau de toutes les régions du pays. Il y a également l'acquisition des manuels scolaires. Il y a également la préparation du Conseil national qui va intervenir demain. Et nous allons également parler des différentes dispositions que nous avons prises, par exemple du point de vue des infrastructures scolaires et des relations avec les partenaires sociaux. Donc, en ce qui concerne les fournitures scolaires, nous avons acquis sur le budget national, sur fonds propres de l'État, une importante quantité de fournitures d'un montant de 2,337 milliards de francs CFA. Ça, c'est la commande de 2012. Toutes les commandes ont été réceptionnées et sont en train d'être achevées au niveau des régions depuis le vendredi 13. Nous avons lancé aussi une nouvelle commande au titre de l'année 2013 d'environ 6 milliards 400 millions. Là aussi, les marchés ont été approuvés et la date de réception est prévue pour fin décembre. Et cette commande va nous permettre de compléter tous les besoins de l'année scolaire 2013-2014. En ce qui concerne les manuels, nous avons acquis avec l'appui de l'AFD d'importantes quantités de manuels aussi, 3 42 000 manuels scolaires. Ça, c'est inédit dans l'histoire du ministère de l'Éducation. Pour vous donner une idée, c'est 72 conteneurs de manuels que nous avons reçus avec l'appui de l'UNICEF qui nous a facilité l'acquisition de ces manuels et qui s'engage aussi à acheminer ces manuels jusqu'au niveau des régions, jusqu'au niveau des inspections d'ailleurs. Autre point donc, que nous voulons parler, il s'agit ici des infrastructures. Comme vous le savez, le président de la République a pris l'engagement de construire 2500 classes par an. Et pour le programme 2011, c'est 2800 classes qui ont été construites. Et nous avons actuellement 2 programmes en cours. Le programme 2012, pour lequel nous sommes en train de construire 3000 classes avec un niveau d'exécution de 50,60%. Pour le programme 2013, c'est 2500 classes qui sont en cours de réalisation. Là aussi, les marchés sont déjà attribués au niveau des régions. Certains même ont démarré. Donc, mais néanmoins, comme vous le savez, il y a le problème des classes paillotes. Et pour cela, nous lançons un vibrant appel aux collectivités, aux communautés, pour qu'ils accompagnent l'État dans cet effort donc, de construction des classes, pour que la rentrée soit effective au 1er octobre 2013. Un autre aspect donc, sur lequel je voudrais aussi parler, c'est surtout nos relations avec les syndicats, les partenaires sociaux. Donc nos rapports sont au beau fixe pour le moment. Nous n'avons pas de problème majeur avec eux. Il vous souviendra que nous avons signé un certain nombre de protocoles d'accord, 2 avec le SNEN, 2 autres avec le CEPRAS, et pour lesquels la majorité des points ont été satisfaits. Mais néanmoins, il y a quelques points qui sont en suspens et pour lesquels aussi le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour les satisfaire. Donc nous sommes vraiment, nous avons la volonté d'instaurer un dialogue permanent avec les syndicats et nous allons continuer donc à négocier sur les autres points qui n'ont pas fait l'objet d'un protocole. Et
le dernier point donc, sur lequel je voudrais insister, c'est le Conseil national, la tenue du Conseil national. Demain, lundi 23 septembre, va s'ouvrir sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre, M. Brigitte Raffini. Ça aussi, c'est pour la première fois et ça démontre l'intérêt que les autorités de la 7e République accordent à l'éducation. Donc, au cours de cette réunion, qui va regrouper tous les responsables centraux et déconcentrés de l'éducation, la société civile, les gouverneurs des régions, les présidents des conseils régionaux, nous allons faire le bilan de l'année écoulée et présenter aussi les perspectives pour la nouvelle année. Et en termes de perspectives, on peut vraiment être fier de ce que nous avons fait comme travail, surtout avec l'élaboration du programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024, qui a été adopté par le gouvernement et qui a été aussi endossé par les différents partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et la société civile aussi. Donc c'est un programme qui a une vision holistique de l'éducation qui va mettre en cohérence tous les différents segments du préscolaire jusqu'à l'université. Et c'est un programme vraiment qui va nous permettre de développer l'éducation sous tous ses aspects, de l'accès, la qualité et le développement institutionnel. Donc ça, c'est une belle perspective qui se présente et ce programme va démarrer en 2014. Donc voilà ce que nous voulons apporter comme information. Madame la ministre, vous avez fait le tour de plusieurs questions. Pour en finir, peut-être avez-vous un appel à lancer ou un message à apporter? Oui, l'appel que nous voulons lancer, c'est vraiment pour dire que l'éducation ne doit pas être l'affaire du seul gouvernement. C'est l'affaire de tous. C'est tout le développement du pays qui est en jeu et que nous appelons tous les partenaires, toutes les communautés à nous accompagner dans le développement de l'éducation. L'éducation doit être l'affaire de tous. Et l'année 2014 doit être l'année de l'éducation, où tout le monde doit s'investir pour la réussite et pour relever les défis qui se posent à nous dans le secteur de l'éducation. Je vous remercie. Merci Madame la ministre d'être venue. La suite de cette édition, la région du Niamey a constitué hier l'avant-dernière étape de la tournée du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2013-2014. Abdoulaye Boua a effectué plusieurs visites de terrain avec le gouverneur de la région et les cadres du ministère, compte rendu Abba Moussa Atoumane. Ces visites de terrain ont conduit le ministre Abdoulaye Boua et sa délégation à Bougoum, un village situé dans le 5e arrondissement sur la route de Torodi. Sur place, l'on constate que la situation phénologique des cultures reste dominée par la floraison, l'épiaison ou la grainaison pour les principales cultures, à savoir le mil et le cerveau. Cependant, à certains endroits, l'on a relevé que les cultures connaissent un retard de croissance du fait de lessivage des sols. Ce même problème a été constaté dans les champs de Gorubanda, dans le 1er arrondissement. Face à ces problèmes, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a demandé aux responsables communaux de la région d'intégrer les engrais dans leur rubrique sociale afin d'aider les producteurs à améliorer leur rendement de façon significative. Une proposition favorablement accueillie par les maires qui ont promis de s'y pencher pour la prochaine campagne. Une campagne somme toute bonne sur l'ensemble des 35 villages agricoles que compte la région de Niamey, selon la directrice régionale de l'agriculture, dans l'hypothèse où les pluies s'arrêtent aujourd'hui. Si par contre les pluies continuent jusqu'au 30 septembre, la situation sera très bonne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a mis à profit cette mission pour visiter la banque céréalière de Bougoum, gérée par un groupement féminin, où il a reçu d'amples explications sur son fonctionnement. Abdoulaye Boua a également pu observer les dégâts occasionnés par les inondations dans le village de Gorubanda, où plusieurs hectares de rizières ont été submergés par les eaux. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a en bouclant sa mission de suivi de la campagne agricole, présidé hier une réunion de synthèse à laquelle on prépare le gouverneur de la région, les maires, les cadres centraux et communaux de l'agriculture. Compte rendu Abba Moussa Atoumane et Issouf Samaïla. La campagne agricole 2013-2014 est jugée globalement satisfaisante dans la majeure partie de la région de Niamey. C'est ce qui ressort de l'exposé de la directrice régionale de l'agriculture devant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Madame Kombassé Oumoukaltoum estime néanmoins qu'il y aura des spécificités selon les arrondissements communaux au niveau des champs lessivés.
Région à vocation agro-pastorale et industrielle, Niamey compte 35 villages et hameaux agricoles et dispose d'une superficie cultivable de plus de 36 000 hectares, dont plus de 31 000 hectares sont exploités. Il faut dire que la campagne agricole dans la région a été précoce par rapport à la précédente, car les premières pluies ont été enregistrées au mois d'avril. Cependant, l'on a observé une absence de pluie au cours du mois de mai et juin, ayant occasionné la perte des semis sur l'ensemble des villages agricoles. Et c'est à la faveur des pluies enregistrées durant le mois de juillet que les ressemis ont été effectués, normalisant du coup la situation phénologique des cultures. Ainsi, les stades vont de la floraison à l'épiaison en passant par la grainaison. Ce qui fait dire à la directrice régionale de l'agriculture que si les pluies continuent au 30 septembre, la campagne sera bonne dans son ensemble et au-delà du 15 octobre, la campagne agricole sera très bonne. Quant à la situation phytosanitaire, elle a été marquée par l'apparition des insectes frolicoles sur le mil et le puceron sur le niébé. 150 hectares ont été touchés, dont la totalité a été traitée. La situation alimentaire est bonne, avec un bon approvisionnement des marchés en céréales. Évoquant les inondations, la directrice régionale de l'agriculture a précisé que 236 hectares d'aménagement hydro-agricole ont été inondés, notamment dans le 5e arrondissement. En termes de perspectives pour les cultures irriguées 2013-2014, la région aura besoin de 450 tonnes de NKP et 1000 litres de pesticides, l'achat de 100 motopompes, l'achat de 80 kits de petits matériels, la réalisation de 100 forages agricoles, la réhabilitation de la pépinière fruitière de Yantala, objet d'un litige entre le ministère de l'Agriculture et un particulier. La directrice régionale de l'agriculture a été relayée par les responsables de la CERA, le Centre régional de la recherche agronomique de Niamey, et de l'ONAHA, qui ont apporté leur contribution en exposant chacun à ce qui le concerne sur le suivi de la campagne agricole et en insistant sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ces interventions ont été suivies de débats au cours desquels plusieurs questions d'éclaircissement ont été posées et auxquelles des réponses appropriées ont été apportées. Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomao, vient de séjourner dans la région de Dosso où il a effectué plusieurs visites avant de présider une réunion de synthèse. Reportage Man El Haïsido et Habibou Garbobakou. Accueilli à Margou par le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Ali Zataou, qui avait à ses côtés le secrétaire général du département de Bobo, M. Munkaïla Mayati, et ses proches collaborateurs, le ministre de l'Équipement, M. Ibrahim Nomao, qui accompagne les cadres centraux, régionaux et départementaux de son ministère et les députés nationaux au titre de la région de Dosso, dont l'honorable député Abdou Jariri et Djibo Atinine, s'est directement rendu au niveau du chantier de construction d'une déviation sur le tronçon Falmey-Margou, coupé en août dernier suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la zone. Ces travaux confiés à l'entreprise générale Abdou Moussa Egam avancent normalement dans les règles de l'art, à la grande satisfaction du ministre qui a félicité et encouragé l'entrepreneur pour la qualité des travaux qui ont déjà permis de rétablir la circulation normale en attendant que des solutions pérennes puissent être envisagées. Ce fut ensuite le tronçon Bela-Gaya, frontière du Bénin, confié à l'entreprise Sakba TP de recevoir la visite de la délégation ministérielle. Là, le ministre Ibrahim Nomao a successivement visité le chantier de la réhabilitation de ce tronçon, à la base du chantier, au laboratoire, à la centrale du béton, au niveau de la construction de 2 ponts dans la ville de Gaya et à la frontière Niger-Bénin qui marque la fin du projet. Au cours de toutes ces visites, le ministre de l'Équipement a reçu des explications claires sur le fonctionnement de ce chantier qui a déjà accusé un lourd retard, même si l'hypothèse avancée par ses responsables affirme la fin des travaux en juin 2014, car actuellement le niveau d'exécution est de 54%. Après une réunion de synthèse avec les responsables de l'entreprise Sakba TP, le ministre Ibrahim Nomao nous livre ici ses constats. Par rapport à notre première visite, c'était sur la route Gaya-Margou, où la route s'était coupée, donc l'ouvrage a été emporté par les eaux. Donc nous étions venus voir les dispositions qui ont été prises pour permettre la fluidité de la circulation sur ce tronçon. Dieu merci, en tout cas la circulation est rétablie par une déviation et au retour, nous allons avec nos agents, nos techniciens, réfléchir en tout cas pour une solution pérenne à ce niveau-là.
Par rapport à la deuxième sortie, c'est la route que tout un chacun en tout cas attendait, c'est la route Bela-Gaya. Nous venons de faire le trajet de Dosso jusqu'à la frontière du Bénin. Nous venons de terminer la réunion synthèse avec les différents responsables du chantier et les cadres, où nous avons tiré un certain nombre de conclusions. Des conclusions en tout cas que nous allons mettre, Inch'Allah, en chantier pour voir définitivement ce problème de retard au niveau de cette route Bela-Gaya soit ou résorbé, auquel cas, en tout cas, tout le monde tirera son compte, ou si, en tout cas, ce n'est pas résorbé, que nous prenions les dispositions qui s'imposent. Mais nous avons eu des assurances par rapport à l'engagement, en tout cas, qu'ils ont pris, de part et d'autre. Nous avons aussi pris nos désengagements pour, en tout cas, faire avancer les choses. Et j'espère que, comme je l'ai dit toujours, les uns et les autres tiendront parole et que nous verrons cette route qui est si chère pour notre pays, si chère pour notre économie, voir le jour. Je l'ai dit, nous n'allons pas les lâcher d'une semelle pour que où le travail se fasse très rapidement, dans les délais où on va s'entendre là-dessus, ou en tout cas il y aura des dispositions qui s'imposent. Quant au directeur général de la société Sagba TP, il s'est réjoui de cette visite et réaffirme son engagement à honorer les engagements vis-à-vis du contrat pour sauver l'honneur de l'entreprise. Comme nous avons toujours signifié, c'est des problèmes financiers. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ça commence à trouver des solutions puisque deux partenaires que je ne vais pas citer de l'État nigérien, en tout cas, sont à jour des règlements des décomptes. Mais il reste deux autres partenaires, l'État et un autre partenaire financier, qui ne sont pas à jour des règlements. Et quand on prend la clé de répartition des charges de financement, ces deux partenaires-là font plus de 56% du financement. Donc quand nous insistons trop, c'est compte tenu de ces choses-là. Nous avons des obligations auprès des banques et à un certain moment, ces banques ne sont plus prêtes pour nous accompagner. Nous saluons aussi l'engagement qu'a pris Monsieur le ministre pour pouvoir faire tout pour éponger en tout cas cette partie qui constitue la corde de discorde entre le groupement et en fait le ministère. Et nous, dans ce cas, et lui-même il a précisé qu'une fois que ce sera résorbé ce problème, eh bien, il voudrait voir que nous avons de notre côté aussi respecté les engagements. Vendredi dernier a eu lieu ici à Niamey une rencontre entre le promoteur du FIMA et les partenaires. La rencontre qui vise à mobiliser davantage de partenaires pour la réussite du dit festival de la mode a enregistré la participation des ministres de la Communication, des Arts et du Tourisme. Le compte rendu avec nos confrères de Niger 24. L'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre pour la rencontre avec les partenaires et sponsors du FIMA 2013. Comme on le sait, le FIMA est aujourd'hui un projet qui aide significativement au développement en favorisant et renforçant les liens de coopération et d'amitié et contribue ainsi au rapprochement des peuples en Afrique. Visiblement, le deuxième gouvernement de la 7e République en est conscient. La culture demeure l'héritage le plus précieux d'un peuple. Elle est le déterminant par excellence de son identité. C'est pourquoi le gouvernement mettra tout en œuvre pour soutenir ce domaine dans toutes ses manifestations. Le Festival international de la mode africaine constitue une dynamique nouvelle aux actions de la promotion de l'art, du tourisme et de la culture africaine, qui sont des véritables industries d'exportation, une ambition qui répond parfaitement aux défis du moment, qui s'impose à notre continent et que nous devons tous ensemble de relever. Particularité, cette édition aura lieu au centre aéré de la BCEAO, presque au cœur de Niamey, contrairement aux 8 éditions antérieures à Tigidit ou dans la périphérie de Niamey. Pour la réussite de la 9e édition du FIMA 2013 qui aura lieu du 20 au 25 novembre, l'appel au soutien des partenaires est sans embâche. J'invite l'ensemble des partenaires nationaux et étrangers à accompagner cette initiative louable pour le rayonnement de la culture. J'en appelle à l'engagement de tous les sponsors et partenaires techniques et financiers du FIMA, dont le précieux appui est vivement sollicité pour garantir une réussite à cette 9e édition. Nous pourrons nous réjouir avec la tenue à Niamey de cette 9e édition du FIMA 2013, de pouvoir montrer à la face du monde
que la destination Niger est fréquentable. Je peux vous assurer que le ministère va vous accompagner dans ce sens pour que nous réussissions ensemble. Le but poursuivi est noble. Le thème de cette année, la créativité au service de la paix en Afrique, est évocateur. Niger 24, partenaire du FIMA 2013, vous fera certainement écho de cet événement fédérateur et intégrateur. Clôture hier après-midi à Niamey du forum régional sur les causes et conséquences des crises en milieu scolaire et universitaire organisé par l'Association nigérienne pour la promotion de la paix. À l'issue de ces assises, d'importantes recommandations ont été formulées, compte rendu Sakinatou Abdou et Issouf Suleiman. Durant 2 jours, les participants à ce forum régional ont mené des réflexions sur les causes et les conséquences des crises en milieu scolaire et universitaire. Ce forum régional a permis d'adopter des méthodes adéquates permettant de prévenir et de gérer ces crises. Ceci a été une occasion pour les participants de formuler ces recommandations. 1. Aux États participants de privilégier le dialogue franc et sincère dans tous les mécanismes de prévention et de résolution des crises scolaires et universitaires. 2. Renforcer l'institutionnalisation et l'autonomisation des cadres de dialogue. 3. De mettre en avant la centralité de l'élève et de l'étudiant avant toute prise de décision. 4. Allouer un budget conséquent et veiller scrupuleusement à son utilisation rationnelle. 5. Aux syndicats du secteur de l'éducation de ne privilégier que les intérêts de l'école dans leurs revendications et dans une unité d'action. Enfin, aux associations et ONG œuvrant dans le secteur de l'éducation de persévérer dans ce genre d'initiative de renforcement des capacités de plaidoyer pour une école de qualité. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a félicité les participants pour la qualité du travail abattu. Travaux durant lesquels je suis convaincu que les objectifs assignés à ce forum sont largement atteints au regard de la qualité des participants venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et de l'intérieur du pays. En effet, les travaux en plénière et en commission riches et enrichissants vous ont permis de diagnostiquer les causes et conséquences des crises scolaires et universitaires à même de nous aider dans des prises de décision conséquentes et appropriées. Il a ensuite rassuré les participants que les recommandations issues de ce forum régional feront objet d'un examen minutieux. Le voyage d'études des étudiants des ENA et ENAM de l'espace Entente a pris fin hier après-midi à Niamey. Durant une semaine, les différentes délégations ont visité plusieurs pays. Reportage Mamadou Idrissa et Hamani Senghi. Après plusieurs jours de visites d'amitié et d'échanges d'expériences au Niger, les différentes délégations des ENA et ENAM des pays membres du Conseil de l'Entente se préparent pour quitter. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à l'École nationale de l'administration et de la magistrature pour se féliciter des résultats de ce voyage d'études initié par le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Pendant une semaine bien garnie, que dis-je, bien studieuse, les énarques de l'espace Entente, dont c'est la première visite au Niger, ont été mieux informés sur le Conseil de l'Entente rénové, au travers de son cadre institutionnel et de ses nouvelles orientations stratégiques. La visite de certaines administrations et institutions de la République leur a offert l'opportunité d'appréhender la volonté politique forte des autorités nigériennes qui ambitionnent de faire du Niger un pays de démocratie renforcée, politiquement stable, de bonne gouvernance et économiquement émergent en vue d'assurer le bien-être des populations. Le directeur général de l'ENAM du Niger a remercié pour sa part toutes les institutions qui ont contribué à la bonne réussite de ce voyage d'études. Je voudrais ici tout simplement remercier le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour avoir choisi le Niger pour accueillir ce premier voyage d'études. Je présente une fois encore tous nos remerciements, aussi bien au Conseil de l'Entente qu'à toutes les institutions, en tout cas du Niger, qui ont rendu possible et agréable le séjour de nos sœurs élèves au Niger. Quant aux étudiants très satisfaits, ils réaffirment leur engagement à poursuivre l'initiative et à consolider la coopération Espace Entente. Comme vous vous en doutez,
les sentiments qui nous animent sont ceux de profonde satisfaction. Ce voyage d'études, vous pouvez en être sûr, constitue pour nous un facteur important d'encouragement et de motivation. C'est pourquoi nous prenons dès maintenant l'engagement d'emprunter les sillons tracés par nos pères fondateurs et nos aînés que vous êtes pour porter plus haut le flambeau de l'intégration sous-régionale. Une remise d'attestation a mis fin à cette cérémonie aux différentes délégations des pays membres du Conseil de l'Entente. À l'occasion de la 4e et dernière phase de leur opération de transfert d'argent et de distribution de compléments nutritionnels, les 5 ONG réunies autour du projet d'appui aux populations vulnérables en période de soudure ont organisé une cérémonie pour exposer leur expérience commune. Reportage Issouf Suleiman et Maria Madakou. Assister les ménages les plus pauvres du Niger à surmonter la période de soudure à travers une somme mensuelle de 32 500 francs par ménage et des compléments nutritionnels pour femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de 2 ans. C'est ce à quoi consiste ce projet. À travers ce projet lancé sur initiative de l'Office humanitaire de la Commission de l'Union européenne ECHO, les ONG Oxfam, Acted, Save the Children, Concern et Action contre la faim Espagne entendent apporter une réponse coordonnée pour réduire la vulnérabilité au Niger. Notre démarche inclut de façon tout à fait innovante la constitution d'une base de données commune. Elle inclut également la mesure de l'impact de l'intervention grâce à une méthode et des outils de suivi et évaluation communs à toutes les ONG participantes au projet. Il s'agit également de permettre en parallèle l'élaboration d'un cadre stratégique commun pour renforcer à plus long terme, au-delà de la durée du projet, les capacités de résilience des ménages nigériens les plus vulnérables aux crises alimentaires. Il apparaît, au terme de ce projet comme de toutes les expériences de transfert de cash, que les ménages diversifient leur alimentation, ce qui est essentiel pour la croissance, le progrès et le développement des enfants et notamment leur nutrition. Nous sommes particulièrement attentifs aux liens qui ont pu se créer dans le cadre de ce projet entre l'assistance alimentaire et les services de santé et nutrition. C'est plus de 25 000 ménages qui sont ainsi ciblés par cette intervention au niveau du département de Oualam. Ainsi, dans l'allocution qu'il a prononcée à cet effet, le préfet de Oualam a témoigné au nom de ces laborieuses populations et des plus hautes autorités du Niger ses vifs remerciements à toutes les parties prenantes. Quant aux populations bénéficiaires, elles ne cachent pas leur satisfaction. Allah ngwai ne koite so ko wayne so hale fatande gatte ko te mate hen ne zankayse Allah ko na zankayse him ka ko tim dulu ay buka ini mu dulu yo ko bongi go igona ga no se leina limo ko fando ko ka. Il faudrait souligner que parallèlement à cette cérémonie, une réunion autour de cette démarche innovante a été organisée dont l'objectif est de la faire connaître aux autorités et recueillir leurs avis et suggestions. L'institution financière Asusu SA a donné hier après-midi 2 témoignages de satisfaction. Le premier à Laouli Chebou et le deuxième à Amman Ben Ahmed pour service rendu à Asusu SA. La cérémonie s'est tenue en marge de la réunion du conseil d'administration, compte rendu Djouari Isiaka et Isaka Issa. En reconnaissance des services rendus pendant les différents mandats, notamment l'engagement de ces personnes dans la gestion rationnelle de l'institution, l'atteinte des attentes d'Asusu et de ses partenaires, l'innovation qu'ils ont apportée ont fait d'Asusu une institution forte avec des ambitions porteuses. C'est pourquoi l'institution a décidé de leur décerner ces témoignages de satisfaction. Monsieur le
ministre, M. Cheikh Lawali, en reconnaissance des services rendus pendant les différents mandats à Soussou, de vos différents mandats à Soussou, dans le cadre de votre contribution dans son évolution institutionnelle, ainsi que pour votre engagement dans la gouvernance de l'institution, je vous témoigne, je vous décerne le présent témoignage de satisfaction. Nous avons l'honneur de vous décerner le présent témoignage de satisfaction à l'honorable Ahmad Ben Ami Il faut dire qu'à Soussou, c'était des investisseurs, les Sud-Africains et les Suédois. Il y a un qui a quitté et ils ont reçu un autre investisseur. Nous avions deux investisseurs au sein du capital à Soussou SA, des investisseurs, un fonds d'investissement sud-africain et puis un fonds d'investissement suédois. Le fonds d'investissement suédois restera dans le capital d'Asusu SA et la supervision sera faite par moi-même. Et la mission, cette fois-ci, c'est vraiment d'aller sur le long terme avec Asusu. Et les premiers contacts que nous avons eus avec le groupe d'investisseurs nigériens qui arrivent sont extrêmement prometteurs et nous pensons que l'institution va continuer à renforcer sa solidité au Niger. Espérons que ce nouveau groupe d'investisseurs qui arrive feront de l'institution une grande institution financière régionale. La coordination départementale Modène FA Lumana Africa de Walam, réunie ce dimanche 22 septembre 2013, a rendu publique une déclaration. La coordination de Walam félicite le président de la République pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale conforme aux besoins d'unité du pays et apporte son soutien ferme au président de la coordination régionale de Tillabéri, Omar Hamidou Tiana. La déclaration est lue par Issifou Tahirou, membre de la coordination départementale Lumana Walam. Convaincu que la résiliation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité. La pleine mobilisation de toute la nation à l'œuvre de construction nationale conformément au statut du Modène FA Lumana Africa. Considérant les attentes légitimes des Nigériens en matière de développement et de cohésion sociale dans une région confrontée à de multiples conflits. Rejetons la décision hâtive du Bureau politique national Modène FA Lumana Africa de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, dans un but inavoué. Félicitons le président de la République pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale totalement conforme aux besoins d'unité de notre pays et à ses impératifs de sécurité nationale. Approuvons la décision des camarades Lumana, membres du gouvernement d'union nationale, de servir l'intérêt national et non l'intérêt particulier. Encourageons le chef de l'État et le gouvernement de leurs actions pour un développement durable et un mieux-être de nos vaillantes populations. Lançons un appel vibrant aux militantes et militants de la coordination départementale Modène FA Lumana Africa de s'abstenir et soutenir toute action de fossoyeurs de la démocratie. Demandons aux militantes et militants de se tenir prêts pour répondre à tout mot d'ordre de patriotes sincères et coordination Modène FA Lumana. La coordination départementale Modène FA Lumana de Walam apporte son soutien ferme au président de la coordination régionale de Tillabéri, Oumarou Hamidou Tiana. Vive le Modène FA Lumana Africa, vive la démocratie, vive le Niger, qu'Allah bénisse le Niger et son peuple. Amin. Je vous remercie de votre attention. De leur côté, les jeunes militants du Modène FA Lumana du 2e arrondissement de Niamey se sont réunis ce jour 22 septembre 2013 à l'Académie des arts martiaux à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du pays. Je vous propose de suivre la teneur de la déclaration. Considérant la création de la coordination des forces
pour la démocratie et la République, CFDR, par les concitoyens soucieux de la préservation de la démocratie pour éviter son assassinat par le Tazarké, considérant que son Excellence Issoufou Mahamadou était l'unique leader des formations politiques membres de la CFDR, a mené de bout en bout le combat de la restauration de la démocratie aux côtés des vaillantes populations soucieuses de ce mode de gouvernance, considérant la victoire de ce grand démocrate au deuxième tour du scrutin du 12 mars 2011, considérant l'appel du président de la République lors de son investiture le 27 avril 2011 pour la formation des gouvernements d'union nationale, un appel réitéré à maintes reprises, dont récemment le 2 août dernier, considérant la mise en place de ce gouvernement le 13 août 2013, afin de mettre fin à la pratique de l'exclusion au Niger et d'une participation des autres compétences nationales à la construction du pays, considérant la déclaration de retrait des militants du principal allié du PNDS, le Modène Falloumana, du deuxième gouvernement de la 7e République, prétextant l'attribution de ministères à coquille vide à leurs militants, puis le retrait de la MRN, considérant que la commune Niamey 2 a bénéficié à elle seule des ministres, des députés, des maires et la majeure partie des conseillers municipaux, tous du Modène Falloumana, considérant que la nomination du président de la coordination communale à la tête du ministère des Enseignements supérieurs aurait pu constituer une occasion unique d'agir en faveur des jeunes de la commune, considérant que les préoccupations des populations en termes de voirie, de routes d'accès, de simples moyens de transport font cruellement défaut dans la majeure partie des quartiers périphériques, considérant que leur retrait de la gestion du pouvoir amenuise davantage les possibilités d'apporter des solutions pérennes à ces non négociables impératifs du vécu quotidien, considérant la construction du premier échangeur dans notre commune Niamey 2, considérant la nomination des jeunes natifs de Niamey à la tête du gouvernement de la région de Niamey, faisant ainsi la promotion de la jeunesse à toutes les échelles. Nous, jeunes militantes et militants du Modène Falloumana de la coordination de Niamey 2, après analyse de la situation sociopolitique, décidons 1. de quitter le Modène Falloumana, un parti qui ne répond plus à nos aspirations, car les dirigeants du dit parti ont prouvé à la face du monde qu'ils se soucient beaucoup plus de leurs intérêts personnels et égoïstes que ceux de la majeure partie des Nigériens. De nous rallier en deuxième position à la date d'aujourd'hui au PNDS Taraya pour apporter notre pierre à l'édifice de la nation entreprise par les autorités de la 7e République avec à leur tête son Excellence Issoufou Mahamadou. 3. Lançons enfin un appel vibrant à toutes les autres coordinations du Modène Falloumana de la région de Niamey de déjouer les basses manœuvres du bureau politique du Modène Falloumana et de rejoindre les rangs des vrais démocrates pour un Niger radieux et la quiétude sociale. Vive le Niger uni et prospère. Fait à Niamey le 22 septembre 2013. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier la journée internationale de la paix avec comme thème éducation pour la paix. À cette occasion, les cadres des organisations et associations de promotion de la paix COPAD Niger ont rendu public une déclaration à la haute autorité à la consolidation de la paix, ainsi dont le président les a reçus la teneur de cette déclaration. L'ONU, à travers la Commission de la consolidation de la paix, a choisi comme thème « Éducation pour la paix ». Il s'agit en l'occurrence de mener des réflexions sur le rôle que l'éducation peut jouer dans le cadre de la formation des citoyens du monde, particulièrement ceux de notre pays, le Niger. Il est important de rappeler qu'il ne suffit pas d'apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter, mais il faut surtout leur enseigner le respect des autres à travers la culture de la paix et l'unité nationale, afin de garder la dignité et la crédibilité de notre pays, le Niger. Cela permettra à nos différents peuples d'asseoir
une paix durable, tant souhaitée par les pouvoirs politiques. C'est en substance ce qu'a déclaré Ban Ki-moon. Nous devons mettre en place des programmes d'éducation à la paix, protéger les écoliers et les professeurs face aux conflits, reconstruire les écoles détruites par les guerres et donner aux filles et aux garçons une éducation de qualité qui leur apprendra à résoudre et à prévenir les conflits. Sur le plan national, le processus de la consolidation de la paix a débuté le 24 avril 1995. Cette journée de 24 avril a été déclarée journée de la concorde nationale. Depuis lors, tous les gouvernements nigériens sont restés fidèles aux engagements pris. Mieux encore, à travers l'institution de la haute autorité à la consolidation de la paix, l'État s'est engagé pour la pérennisation de cet acquis. Aussi, il y a lieu d'encourager et de soutenir fermement le gouvernement de la 7e République et son Excellence El Hadj Mohamed Issoufou, président de la République du Niger, pour ses actions contre le terrorisme et sa lutte pour la stabilisation et la paix au Niger. Aujourd'hui, le peuple nigérien dans toutes ses composantes a un nouvel ennemi qui est le terrorisme, lequel se cache sous une caricature de l'islam. C'est donc pour accompagner l'État dans cette logique que nos organisations respectives, œuvrant dans le cadre de la paix, du développement et l'unité, réunies au sein du COPAD Niger, ont jugé utile de proposer ce qui suit. 1. La sensibilisation des populations pour plus d'attention et de vigilance pour éviter les actions terroristes comme ce fut le cas à Agadez et à Niamey. 2. Le soutien de tous les Nigériens à nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre ce fléau. 3. La poursuite des efforts de l'État relativement aux questions de la consolidation de la paix, du développement, de la lutte contre la corruption, gage d'une bonne gouvernance. 4. L'implication de toutes les couches de nos laborieuses populations dans les différentes stratégies, ainsi que les organisations œuvrant dans le cadre de la paix. 5. Et enfin, sur le plan politique, nous appelons toute la classe politique nigérienne à répondre à l'appel du président de la République pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ceci afin de garantir l'unité nationale et la sécurité de notre pays. Vive l'organisation COPAD Niger, vive la démocratie nigérienne, vive la paix et l'unité nationale. Qu'Allah bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Pour justement parler de la commémoration des journées dites mondiales ou internationales, savez-vous que dans une seule année, 311 jours sont consacrés à des célébrations d'un tel ou tel aspect de la vie courante? Et Foucault s'est penché sur ces journées, pas comme les autres, suivant son reportage. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de l'eau. Le monde bouge, le monde s'organise en la faveur de l'homme, rien que pour son bien-être, d'où l'institutionnalisation des journées commémoratives dans plusieurs domaines de la vie courante, où aucun secteur n'est omis, de la santé au social, en passant par l'environnement, voire le climat et même le sentiment. Mais il faut le dire que beaucoup de journées passent sous silence, sans aucun effet. Exemple, le saviez-vous que ce jour du 22 septembre est lui consacré à la journée sans voiture? Et même si c'est le cas, combien seront-ils à le célébrer? Néanmoins, il y a de ces journées qui se commémorent avec faste, comme la journée de la musique. À ne pas confondre avec la journée de la danse, car ce n'est une autre journée. Une journée si chère pour le Niger, celle du 22 mars, la journée internationale de l'eau. À ne pas perdre de vue la date du 11 juillet, journée de la population. Celle du 20 mars, journée de la francophonie. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'on peut se donner la peine aussi de les classer thématiquement, comme des journées où l'on nous prie de bien vouloir refuser. Tenez, journée sans tabac, journée sans achat, journée sans Facebook, journée sans papier, journée sans téléphone, là c'est un peu trop demandé. Un autre thème à caractère sentimental, comme la journée de la tolérance, celle de l'amitié, celle des compliments, celle de la gentillesse. De ce lot, il y a une qui nous fait un clin d'œil ici à Niamey. C'est la journée consacrée courtoisie au volant. Vraiment. Ce qu'il faut savoir, si les femmes se targuent d'avoir le 8 mars comme étant la journée mondiale de la femme, mais que nos sœurs sachent que le 19 novembre est aussi la journée internationale de l'homme avec petit h. Alors, les débats sont ouverts. Bref,
Sur les 365 jours de l'année, 311 jours sont consacrés à des journées commémoratives. Et le mois d'octobre bat le record. En effet, du 1er au 30 de ce mois, il est célébré, tenez-vous bien, 53 journées. Le 1er octobre à lui seul cumule 5 journées commémoratives, dont celle de l'allaitement maternel. Autre fait, sur ces 311 journées, une fait l'unanimité, devenue universelle. C'est la journée du 1er mai ou fête du travail, où même les chômeurs adhèrent. Ah oui, j'allais oublier. Consultez votre éphéméride. Demain, 23 septembre, sera consacré selon vous pour quelle journée? Alors vous êtes concernés, chers parents d'élèves, pour la bonne et simple raison que la journée de demain, la journée du 23 septembre, elle est journée nationale du refus de l'échec scolaire. Voyez-vous? Comme annoncé hier, nous vous proposons de suivre en partie magazine de ce journal l'intégralité de la conférence de presse co-animée hier après-midi par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement, du Territoire et du Développement communautaire, Amadou Boubacar Sissé, et le directeur de l'économie et des programmes de réduction de la pauvreté à la Banque mondiale, Marcelo Djengale, en visite de travail dans notre pays. Très bonne réception, excellente soirée et bon début de semaine à tous. Le directeur régional des politiques économiques pour la Banque mondiale qui séjourne dans notre capitale depuis 48 heures et qui nous a fait l'honneur donc de nous rendre visite pour la première fois pour discuter avec nous de l'ensemble de notre programme économique, ce qui nous a permis de faire un très large tour d'horizon sur la situation économique globale du Niger et de faire aussi le point de notre coopération avec la Banque mondiale. Cette coopération, comme vous le savez, au-delà du financement de notre développement, la Banque mondiale est aussi un partenaire très important dans d'abord les recommandations qu'ils nous font pour améliorer nos systèmes de gestion économique, mais aussi de discuter avec nous de nouvelles orientations qui permettent toujours de faire au mieux pour répondre donc aux exigences sans cesse croissantes de développement de nos populations. Monsieur le directeur régional a eu depuis hier une série de rencontres avec l'université d'abord, où il a pu faire une conférence, des rencontres également avec des membres du gouvernement et principalement une audience avec le Premier ministre aujourd'hui même. Et nous avons eu une très longue séance de travail qui a permis de faire un peu le point sur l'ensemble des questions économiques du pays, qu'il s'agisse des questions de la gouvernance globale, de la gouvernance économique globale, de la question de notre politique d'endettement, du financement du développement, des questions aussi relatives à l'indice du développement humain et les efforts de transition démographique du Niger. Et donc, toutes ces questions ont été débattues très largement et nous sommes heureux de constater que pour une très large part, nos orientations et celles de la Banque mondiale coïncident harmonieusement et nous avons fortement bénéficié de leur
conseils et de leurs recommandations pour une meilleure organisation, une meilleure coordination de nos activités de coordination au sein du ministère du Plan et d'une façon globale de coordination intersectorielle avec les autres ministères techniques. Donc je voudrais me féliciter donc de cette visite, et les chantiers que nous avons développés ensemble, en tout cas, permettront de revoir à la hausse, nous espérons, les appuis budgétaires que la Banque mondiale envisage de consentir au Niger, mais aussi, par-delà tout cela, de voir comment les réformes qui sont indispensables à l'efficacité de notre action, en particulier dans un certain nombre de secteurs clés, comme l'énergie, comme l'agriculture, le domaine de l'emploi, sont correctement couverts dans le cadre de des programmes et surtout dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, qui demeure bien sûr l'outil de référence à partir duquel notre dialogue s'est établi. Je pense également qu'il aura l'occasion certainement de vous en parler, qu'il a certainement aussi vu les renforcements de capacités qui sont indispensables pour que cette action commune puisse permettre en fait de faire du Niger un pays pilote, je dirais, dans un certain nombre de domaines. Nous allons mener ensemble un certain nombre de questions relatives à l'indice du développement humain, relatives au renforcement de nos capacités statistiques également, pour voir dans quelle mesure donc cette meilleure connaissance des causes de la faiblesse de notre indice de développement permettrait de réorienter nos actions de développement. Voilà donc très brièvement ce que nous avons discuté avec l'équipe économique de la Banque mondiale. C'est la toute première visite au Niger et nous allons très certainement poursuivre le débat avec eux jusqu'aux assemblées annuelles pour permettre d'arriver donc à finaliser un programme de travail. Monsieur le ministre et ses collaborateurs, nous avons eu 2 jours de réunions très productives. Mon objectif était d'écouter le plan du gouvernement et de communiquer l'appui de la banque dans une façon globale. Nous avons révisé les programmes, les projets, les politiques, et je peux vous dire que nous sommes très bien impressionnés par les progrès qu'on a fait. Au sujet de la performance du pays et de la perspective que vous venez de me demander, je crois que nous avons un accord total sur les objectifs stratégiques. Ils sont 3. La croissance pour la création de l'emploi, la solidarité pour lutter contre la pauvreté et la gouvernance pour bien utiliser les ressources naturelles du pays. Ça nous donne une performance aujourd'hui très positive et ça nous fait très optimistes sur le futur. Le pays fait face à grandes opportunités au sujet des progrès sociaux, qu'il s'agit de la démographie, qu'il s'agit de l'inclusion, de la participation sociale. Il y a beaucoup de chantiers, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. D'une façon transparente, effective, participative,
ce sont, si vous voulez, les bases sur lesquelles on peut monter un cadrage de développement, même un cadrage macroéconomique pour le développement. Comme nous avons dit hier à l'université, et je suis très honoré d'avoir été invité à l'université, et comme j'ai partagé avec les étudiants et les enseignantes, la gouvernance aujourd'hui a de nouvelles technologies pour la servir. Nous maintenant connaissons les citoyens par leurs normes. Il y a des moyens de communication individuelle entre l'État et les citoyens. Et ça va changer la relation entre l'État et le peuple vers une relation entre l'État et l'individu. Et nous avons aussi des systèmes pour évaluer l'impact des politiques publiques. Pas seulement les résultats, mais aussi l'impact. Qu'est-ce qui se passe qui ne serait pas passé si l'État n'avait pas intervenu. Nous avons aussi des standards de performance. Nous pouvons attacher une attente à chaque dépense publique, que ce soit l'éducation, la santé, les dépenses d'infrastructures. Et il y a aussi maintenant plus de surveillance sur la performance de l'État. La société civile participe, pas seulement dans le design de nouveaux projets, mais aussi à l'évaluation des projets qui se complètent. Alors nous sommes vraiment au début d'une nouvelle ère de gouvernance. Et je crois que le Niger est un très bon exemple de cette nouvelle ère. Il y a beaucoup d'initiatives ici qui vont dans la direction de la transparence, de l'efficacité, de la participation et aussi des résultats. Le Niger a beaucoup de ressources naturelles. On vient de découvrir plus de ressources naturelles et je ne serai pas surpris s'il y a plus de ressources découvertes dans le futur. Alors, c'est fondamental d'établir les systèmes, les mécanismes pour gérer, pour la gestion des revenus des ressources naturelles. Non? Il y a des systèmes techniques, si vous voulez. Non? Il y a des budgets participatifs, des budgets pluriannuels, des planifications stratégiques, des standards de résultats. Il y a maintenant beaucoup d'instruments techniques qu'on peut utiliser pour assurer la bonne gestion des ressources naturelles. Mais le principe fondamental que nous avons détecté parmi les pays qui ont réussi à gérer les ressources naturelles d'une façon transparente et effective est le principe qu'on applique à la famille de soi-même. Ça veut dire penser aux ressources naturelles comme s'ils appartiennent à vos enfants, comme s'ils étaient propriété de vos enfants. Ça veut dire utiliser pour l'éducation, pour la santé, pour leur donner une vie sécure, penser dans le futur. Consommer toutes les ressources naturelles maintenant n'est pas une bonne décision si on utilise les ressources naturelles comme propriété de son enfant. Nous avons vraiment parlé à ce sujet avec les experts du gouvernement. Je crois qu'ils sont de très bonnes idées pour améliorer la coordination. Il y a la possibilité d'établir un cadrage multiannuel budgétaire, mais aussi stratégique, non? De faire des projections de la croissance, de l'inflation, des sources de financement, pour établir les grandes lignes, les grands paramètres qu'on peut utiliser pour décider chaque investissement chaque année. Je crois que le rôle du ministère du Plan est clé pour guider les plans de développement du pays. Et on en a parlé beaucoup, il faut dire, pendant les 2 derniers jours. Le directeur régional a développé, et vous voyez donc en ce qui concerne à la fois la gestion économique actuelle et les perspectives, le Niger se trouve vraiment dans une très bonne position et nous devons nous en féliciter.
en dépit des moyens modestes dont nous disposons en termes de capacité humaine. Sur l'essentiel des questions, je pense que le Niger a pu sauvegarder donc la rigueur qui est nécessaire dans la conduite de l'action économique. Ceci aussi procède bien entendu de la vision très clairement exprimée par le président de la République dès son élection à la magistrature suprême. Donc, il vous a très clairement indiqué que nous sommes dans un partenariat extrêmement productif. La Banque mondiale nous prend très au sérieux. Je pense que vous avez vu à de multiples reprises les visites importantes qui ont été conduites par les plus hautes autorités de la Banque mondiale. Ceci se concrétisera aussi dans les semaines à venir par d'autres visites plus importantes qui démontrent que le Niger et la Banque mondiale travaillent en étroite collaboration. Vous savez également que la Banque mondiale travaille avec nous sur des projets extrêmement importants comme le barrage de Kandaji et la boucle ferroviaire qui sont donc des ouvrages extrêmement importants pour lesquels la Banque mondiale s'est engagée très fortement aux côtés du Niger. Voilà ce que je peux dire en conclusion de cette visite, en remerciant encore une fois de plus M. Marcello qui a bien voulu faire cette visite au Niger. Merci.